Donc, lorsque finalement j'ai défini mon projet, je vais rentrer dans une phase qui est une phase de recherche de cible. Moi, j'appelle ça le ciblage. Et donc, de fait, c'est quoi? C'est prendre un peu de hauteur de vue sur l'organisation économique de la zone géographique sur laquelle on envisage de conduire le projet de reprise et d'essayer d'identifier les entreprises qui peuvent rentrer dans la feuille de route qu'on s'est assignée, à la fois en termes de métier de l'entreprise, de taille, puis bien évidemment on va parler de positionnement géographique. Une fois qu'on a établi notre shortlist, on va se poser la question de savoir comment on fait pour amener le sujet. Alors, première méthode, hein, c'est l'approche directe. Approche directe qui peut être conduite par le repreneur. Et de fait, si on a un professionnel, par exemple un charpentier qui veut reprendre une entreprise de charpente, par hypothèse, il situe peut-être pas tous ses confrères, mais en tout cas bon nombre d'entre eux. Et donc, s'il connaît le dirigeant de l'entreprise susceptible d'être à la vente, la meilleure solution, c'est qu'il décroche son téléphone et qu'il entre en contact. De fait, on voit mal que ce soit un tiers, par exemple son avocat, qui fasse la démarche alors que les gens se connaissent. Puis on a deuxième cas de figure, qui est celle où on ne connaît pas particulièrement le dirigeant de l'entreprise qui serait à céder, et auquel cas, il va falloir l'approcher. Et donc nous, on peut le faire, ou on peut rechercher aussi une entrée en relation intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier dans l'environnement du dirigeant de l'entreprise cible des personnes qui vont pouvoir faciliter un premier contact et faire en sorte que ça se déroule dans les meilleures conditions possibles. Alors, quand j'ai un dossier en main, il faut savoir qu'il est précieux. Parce que parfois on nous dit Maître, bonjour, qu'est-ce que vous avez en magasin? La réponse, elle est claire et nette, il n'y a jamais rien en magasin. On ne trouve que ce que l'on cherche. Ce sont des pépites que l'on cherche, elles sont précieuses. Donc quand j'ai un dossier, il faut que je l'étudie avec soin et que je me donne toutes les chances de l'aboutir parce que je ne suis pas certain d'en trouver un autre à bref délai. Et donc il faut que je me mette vraiment en situation de réussir. Autant il faut que je me donne toutes les chances de réussir, autant il importe de ne pas s'égarer en chemin. Et donc il faut que je fasse une analyse, moi j'appelle ça une analyse de faisabilité a priori. Donc il faut que je prenne du recul et que je me pose la question de savoir est-ce que j'ai un obstacle qui pourrait contrarier de manière quasi incontournable mon projet de reprise. Et si j'identifie un obstacle de cette nature, il faut que je prenne le sujet de front et que je le traite d'emblée. Alors, l'exemple classique, c'est celui du prix. Si on veut me vendre 2 millions d'euros une affaire qui en vaut 1, on voit bien qu'il y a un sujet, parce que j'ai un prix qui ne va pas être cohérent et que je ne vais pas pouvoir financer, je vais passer beaucoup de temps sur mon dossier, et puis au final, je ne vais pas l'aboutir. Et donc, quand j'identifie un problème de cette nature-là, il faut le traiter immédiatement avec le cédant, en disant que, ma foi, si on ne peut pas être sur une vision concordante d'un prix finançable, il vaut mieux qu'on se retire parce qu'on n'arrivera pas à lui apporter la satisfaction qu'il attend. L'obstacle le plus courant quand on est dans l'analyse de faisabilité, c'est bien évidemment le prix.
Puis de temps en temps, on peut trouver un autre obstacle qui va compromettre le bon déroulé d'un projet de reprise. Alors, titre d'illustration, on peut avoir par exemple l'immobilier inscrit à l'actif du bilan de la société d'exploitation. Bon, ce qui va faire problème, parce que le rachat des titres de la société d'exploitation va être financé sur 7 ans, alors que des actifs immobiliers sont normalement financés sur 15 ans. Donc on voit bien qu'il y a un déphasage entre la durée de financement des titres et la durée de financement de l'immobilier. Et donc on sait que ces sujets-là sont compliqués à traiter et que dès lors qu'on les identifie, il faut vraiment faire focus sur le sujet pour essayer d'apporter les réponses adéquates. Autre illustration, mais on peut en trouver, c'est les problèmes d'équilibre de la pyramide des âges dans l'entreprise. Il arrive que certaines entreprises vieillissent avec leur capitaine et que lorsqu'on regarde en fait la pyramide des âges et l'ordre des départs en retraite, on est quasiment tous les piliers de l'entreprise qui vont partir dans les 2-3 ans à suivre le rachat de l'entreprise. Ce qui n'est bien évidemment pas satisfaisant et ça l'est encore moins aujourd'hui qu'hier compte tenu des problèmes de recrutement de main-d'œuvre qualifiée. Donc quand j'ai achevé l'analyse de faisabilité a priori, il va falloir rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est de réussir à se mettre d'accord sur les contours principaux du deal avec le cédant. Et donc quand on dit les contours principaux du deal, c'est bien évidemment la chose, parce que là c'est pas trop compliqué. Et puis après, il y a le prix. Alors, quand on achète au prix, forcément c'est facile. Quand il va falloir essayer de trouver un compromis entre les aspirations du cédant et puis ce qu'on peut réellement faire, ça peut s'avérer un peu plus complexe. Et c'est là où l'art de la négociation vient assurer le lien entre les aspirations des uns et des autres. La négociation, si parfois elle peut être un art, relève quand même d'une donne objective. Parce qu'un prix, ça ne s'invente pas. Une affaire a un prix qui, somme toute, est objectif. D'ailleurs, quand moi j'assure des formations sur la reprise d'entreprise, je ne parle pas de prix, je parle de finançable. C'est-à-dire que la valeur d'une entreprise sera égale, ou presque, à l'emprunt que le repreneur peut souscrire pour la racheter, augmenter de ses apports. Quand on sait qu'une entreprise se finance sur 7 ans, quand je tiens compte d'une marge de sécurité de 30% sur le potentiel de résultat de l'entreprise, je vois finalement la part de résultat, 70%, résultat récurrent calculé, que je peux dédier à l'apurement d'une dette. Et donc, cette part de résultat que je dédie à l'apurement de la dette, augmentée de mes apports, détermine ou quasiment mon prix de cession. Ça, c'est dans une vision, bien évidemment, acquéreur. Mais il est à peu près évident que le cédant, s'il veut avoir une négociation satisfaisante, va intégrer les contraintes et paramètres de son interlocuteur qui est l'acquéreur.